Bonjour Hubert Goubard. Bonjour Monsieur Rouleau. Est-ce qu'on peut visiter? Avec plaisir. Mais avant, il y a une petite coutume ici, on doit se laver les mains avant de rentrer dans mon musée. Une coussotte qui fait un petit pipi gentil. Alors, les gens se lavent je les mains. respecte la tradition. Oui. Nous sommes à Bazouges-sur-le-Loir, au musée du Fer-Blanc. Je dois dire que l'endroit est insolite et on ne s'attend absolument pas à ce qu'on découvre ici cet univers-là. Hubert, expliquez-moi, le fer-blanc, c'est quoi et ça vient d'où? Le fer blanc, ses origines sont du XIVe siècle. Importé des pays de l'Est, Hongrie, Birmanie, Bulgarie, où il y avait du minerai. Les mines étaient faciles à exploiter, donc, et en plus pas très chères, ce qui permettait de faire des objets, toutes sortes d'objets à partir de tôles fines, une tôle de 6/10 pour le mot fer, et blanc parce que c'était recouvert d'une fine couche d'étain. Que l'on faisait autrefois au trempage, et puis les technologies ayant évolué, on a fait cette couche, ce dépôt de couche par le système de l'électrolyse. Oui. Aujourd'hui, est-ce qu'on fabrique toujours du fer blanc? À ma grande surprise, oui. Ces objets, on va les découvrir ensemble et vous avez certainement plein d'anecdotes à nous raconter. On va vous écouter avec beaucoup d'attention. On y va! Devant nous, le lait et le fromage. Le lait avec des tas de laitières et puis le fromage avec des faisselles, des moules qui donnaient la forme, qui permettaient d'égoutter le fromage et de donner la forme. Ici, un pot à lait pour fabriquer un tel objet. Combien de morceaux de fer blanc que l'on va assembler? Seulement 13, plus la chaînette. 13 pièces qu'il fallait assembler, qu'il fallait donc découper. Le métier, c'est le fer-blantier, c'est lui qui va fabriquer ces pièces. Le ferblantier, comme tu dis, il fallait qu'il soit découpé, soudé, mais il fallait aussi qu'il fasse des épures. Parce que, par exemple, cette pièce, il fallait que ça soit pile poil. Il fallait qu'il soit un bon dessinateur aussi, tout en étant un bon soudeur. Au-dessus, nous sommes dans l'univers du vin. Bien entendu. À quoi ça sert? Cet objet sert aussi bien pour le vin que pour le cidre. Donc ça s'appelle une tireuse populaire. Ça servait à faire du remplissage de bouteilles en série. Ici, un tuyau relié à la barrique, un petit flotteur à l'intérieur. Les bouteilles étant posées par terre, on emplissait une bouteille, une deuxième, une troisième. C'était le début de la grande série. Incroyable nombre d'objets qui peuvent se trouver ici, dans ce musée du fer-blanc. Combien d'années pour collecter toutes ces pièces? On ne sait pas. Quand on aime, on ne compte pas. Mais 30 ans et 100 000 km, c'est à peu près sûr. Est-ce qu'on peut dire qu'avec ça, on peut tenir la chandelle? Tout à fait. Hein, puisque nous sommes dans les chandelles, on va y rester, même si on va parler plus de bougies que de chandelles, Hubert. On est bien d'accord. Mais on n'est pas à l'époque de la bougie ici, c'est l'époque de la chandelle. Et alors, pour couler la cire, nous avions ce récipient avec de la cire liquide qui permettait de faire le plat. L'invention Du fer blanc va d'un seul coup ouvrir la possibilité pour les fabricants d'aller vers une gamme beaucoup plus étendue. Et on en a l'exemple pour les objets militaria. La hampe de drapeau, qu'on trouve toujours en laiton ou en cuivre. Tout à fait. Là, celle-ci est en fer blanc et on voit très bien que c'est du métal de récupération parce qu'il y a des soudures dans tous les sens. Toujours dans le militaria, cette petite boîte vivre de réserve, chocolat 250 grammes. Attention, n'ouvrir que sur ordre. Nous pressons le pas car nous avons rendez-vous avec Ernest. Ernest, le fer-blantier. Un outillage un peu particulier, Hubert, n'est-ce pas? Nous avons les fers à souder, à l'arrière les marteaux, les cisailles, très important pour découper les plaques. Alors dis donc, c'est pas un truc de feignant, hein, parce que ça pèse son poids. Cette cisaille servait pour couper les tôles en longueur, dans les parties longues, mais elle était faite pour piquer, rentrer dans un trou sur l'établi, ce qui permettait à la cisaille d'être indépendante. Donc le fer-blantier de sa main droite pouvait couper et de la main droite guider la tôle. Et puis les enclumes ou bigornes. Bigornes ou tas, s'adaptaient à chaque objet à fabriquer. Voilà. Alors à des tas, il y avait deux sortes de tas, si je me rappelle bien, un qui servait à border et l'autre à soyer. Cet objet... Là, on n'a pas utilisé la soudure étain pour réparer, on a utilisé ces petites pastilles qui étaient fabriquées au Mans. De chaque côté, il y avait une plaque de métal et au milieu, une petite couche d'amiante.
Entre les deux, il y a de l'amiante. Et je dis, c'est cancérigène. Alors on me répond oui. Ben, je dis, ça doit être vrai, parce que tous les papis et les mamies qui s'en sont servis sont tous partis. S'il est un endroit dans la maison où il y a eu beaucoup de fer blanc, c'est la cuisine. Ici, par exemple, un presse-purée. C'est l'objet préféré de ma femme. On mettait une pomme de terre dedans et on tourne, tout simplement. Disons que après avoir mangé une bonne purée le dimanche, à 17 h, nous allons au Vêpres et nous emmenons les chaufferettes. Les mamies et les papis en voiture hippomobile, ils emmenaient cette chaufferette avec des charbons à l'intérieur qui faisaient chauffer, rougir dans la cheminée. Chauffette de luxe avec sa petite moquette. D'origine. D'origine. Et la chaufferette traditionnelle, autrement, ben c'est celle-ci qui est formée de 7 pièces. Donc un couvercle, un réceptacle à l'intérieur pour mettre la braise. Alors, rappelons quand même, pour ceux qui nous regardent, que la chaufferette servait à poser par terre et on mettait dessus les pieds pour avoir les pieds bien au chaud. On peut dire quelquefois que la ferblanterie, ça peut être de l'art. Tout à fait. Cette pièce, cette chaufferette fait partie des plus belles pièces de notre musée. Elle est composée de 51 pièces et 100 dérivés. Ce sont toutes des petites pièces indépendantes qui font 3 cm sur 5-6 cm de haut. Elle est magnifique. À l'intérieur, naturellement, on y mettait la braise. Quand c'était sur l'établi du ferblantier, c'était à plat, on aurait juré une étoile. Dans la vitrine aux jouets, il y a des lanternes magiques, des machines à coudre, des balances, des œufs en fer blanc peint, des toupies, des totons. Je vais vous faire voir un objet un peu particulier. Il s'agit d'un sabot. Il provient de la région lyonnaise, à Choiseul, en Haute-Loire, très exactement. Il était fabriqué par les enfants au moment de Noël et l'argent récolté était reversé au profit des prisonniers de guerre. Nous continuons à explorer le domaine des jouets. Et dans le domaine des dinettes, tous les objets qu'on vient de voir dans la vitrine, les petits plats, les petits couteaux, les petits grilles, etc., à l'origine étaient sur des cartons. Une petite cuisinière, sa particularité, elle possède un tiroir sur le côté, et dans ce tiroir, il y a 3 brûlots qui permettaient à la petite fille de chauffer les 2 récipients et le four. Dans la vitrine aux miniatures, je vais retirer une pièce. Nous avons ici un poêle de tailleur des années 1880 sur lequel donc on trouve des petits fers miniatures, des petits fers à repasser qui symbolisent le poêle du tailleur qui servait aux repasseuses. Lorsque le fer était froid, on le remettait sur le poêle, on prenait un autre fer chaud de façon à continuer le repassage. Alors là, nous nous trouvons devant un rayon qui touche plus particulièrement le moule domestique, on va dire. Voilà, l'objet domestique. Tous les moules à gâteaux de toute région. Cet objet-là est particulièrement intéressant. Il se mettait en centre de table. On accrochait des écrevisses par la queue. Pour donner une cascade. Voilà, cascade et le petit bouquet de persil tout en haut pour enjoliver la table. Pas besoin d'aller très loin pour changer de moule, puisqu'il s'agit de sucettes de glace, hein, voilà. Finalement. C'est, j'allais dire... L'ancêtre de l'esquimau. Josette, est-ce que vous acceptez qu'on y aille ensemble sous la douche ? Cet objet-là, on se servait comme ceci. Et ici, il y avait un clapet pour libérer l'eau. Autrement dit, c'est une douche avec 2,5 litres, 3 litres d'eau. Voilà, et l'eau évidemment arrivait par la pomme d'arrosoir. Et il y avait le clapet, donc il libérait l'eau. Fabriqué par la maison Drapier et Fils à Paris. Et il est écrit juste dessous, bandagiste orthopédiste. Les transports de l'eau se faisaient par des brocs de différentes formes, suivant les régions. Vous voyez, tout ça, ce sont des formes, des régions différentes. Le dégradé de cafetière en taille successive n'est pas sans rappeler un peu l'idée des poupées russes. Ici, nous avons la plus grande, qui fait 95 cm. Exact. Et là, de ma main, j'allais dire, au moins de ma main, je vais sortir la plus petite, qui fait simplement 7 cm. Alors, ça c'est le jouet, on peut dire, et puis... ça c'est les collectivités, l'armée, voilà. Les campagnes militaires, etc. Oui, où on pouvait mettre de l'eau chaude, le café ou le thé. On ne peut pas parler du fer blanc
sans parler des boîtes. Chaque fabricant rivalisait d'imagination et dans la forme et dans le graphisme pour que ça soit simplement agréable à l'œil. Les boîtes les plus travaillées sont la plupart du temps des boîtes anglaises. Les fabricants de tôle de fer blanc, les Anglais ont dominé le marché pendant de très nombreuses années. Regardez comme c'est beau, quand on parle, là vous avez salade russe. Les célèbres petits lus. La Maison Lue a effectivement en fer blanc fait beaucoup de choses. Hein. Les collectionneurs d'objets lus ne diront pas le contraire. Ici on voit bien Lefebvre Utile à Nantes. Avant de terminer la partie de visite concernant ce musée, je vais simplement prendre cet objet. C'est un biberon de l'époque 1870-1880. Donc en fer blanc, on mettait un petit bout de chiffon à l'intérieur. Qui s'imbibait. Voilà, et que le bébé faisait la succion. Et le fait d'avoir du fer blanc, de l'étain et du lait fait une formule toxique en chimie. D'accord. Donc ça empoisonnait beaucoup de bébés. Ici, la vitrine est réservée aux gourmands, puisqu'il s'agit de moules pour le chocolat. Ces moules sont liés directement aux fêtes religieuses. On aperçoit ici un moule concernant Saint-Nicolas, des Pères Noël, des moules pour Pâques. Nous avons des cloches, nous avons des œufs. Il y a un certain nombre de moules qui sont particulièrement bien travaillé. Je prends celui-ci. Il s'agit d'une corne d'abondance. On remplissait la corne d'abondance de chocolat, puis une fois le chocolat froid, on ouvrait les charnières pour pouvoir démouler la corne d'abondance. La dernière phase, si j'ose dire, de ce musée, on va la consacrer aux lanternes. Ici, 2 pièces exceptionnelles. Ce sont des lanternes de château. De château. Bon, ce qu'il faut remarquer, c'est le travail. Du fer blantier qui représente énormément de pièces et de main d'œuvre. Des heures de boulot pour arriver à faire une pièce. Je veux dire qu'elles sont presque uniques parce que même si elles se ressemblent, elles ne sont pas complètement identiques. De la lanterne à la lampe, il n'y a qu'un demi-tour puisque ici, j'attrape une lampe de photographe, c'est ça? Oui, lampe de laboratoire, lampe de photographe, donc avec un verre rouge pour pouvoir développer des photos. Puisque nous sommes dans les lampes de photographe, j'attrape celle-ci qui me semble évidemment beaucoup plus complexe, mais aussi beaucoup plus travaillée. Voilà, j'ouvre ici le devant. Alors, pareil, lampe de laboratoire, de photographe. Et quand il a fini son développement, il pouvait travailler avec une lumière beaucoup plus claire. Je vais à la chasse aux lanternes, je vais prendre la première qui me vient sous la main. C'est une lampe de moto ou de vélo qui se fixait sur le guidon, vous voyez. Avec un petit feu rouge de chaque côté. Josette, je suis émerveillé devant toutes ces belles choses, devant toute cette collection. Et d'ailleurs, mon cœur ne fait que battre, même avec du fer blanc. Je vais vous embrasser et vous dire merci. Merci Christian et merci d'être venu. La visite de cette partie de musée. Bon, Hubert. Oui. Je profite, avant qu'on se sépare, de venir vous retrouver à votre poste de travail. Puisque quand vous récupérez les objets, ils sont dans cet état-là. Ils sont dans cet état-là. Et vous allez leur redonner un petit air de jeunesse en les passant au brossage. Et on arrive à cette finition. Il s'agit d'enlever maximum de rouille. Ça va lui redonner un petit aspect de Et pour ça, il est nécessaire de mettre le tablier, les lunettes et les gants. Obligatoire. Merci de nous avoir accueillis ici à Bazouges-sur-le-Loir. Au ruisseau. Au ruisseau, c'est le lieu dit. On peut venir vous voir, le musée se visite. Et c'est sur rendez-vous, l'entrée est gratuite. Superbe. Parlons pas de la sortie. Au revoir. Au plaisir. Revoir, merci. À bientôt. Toast au fer blanc. À notre rencontre, à ce moment délicieux que l'on a passé au musée. Et en espérant qu'on se reverra et qu'on refera autre chose, peut-être sur d'autres collections. C'est tout à fait possible. Nous sommes bien équipés. Santé. À la santé de nos 2 amis.
c'est excellent.